Oui, bonjour. Donc, je suis Sandra Rioux. Je suis la maman de 6 enfants, aujourd'hui âgés de 8 à 21 ans. Et ils ont tous, à des moments, à des différents degrés, des difficultés avec l'écriture. Ça peut aller d'un simple retard graphomoteur pour certains à une dysgraphie sévère, voire très sévère pour d'autres. Donc, avant d'avoir des enfants, je ne connaissais absolument pas ce trouble. Je savais qu'il y avait des gens qui écrivaient plus ou moins bien, qui étaient plus ou moins lisibles, mais je n'avais jamais entendu parler de troubles dysgraphiques. Donc, oui, j'ai eu la chance de connaître ça avec mes enfants. Donc, et les difficultés ont commencé très tôt. Donc, en maternelle avec ma fille qui, dès la maternelle, sa institutrice m'a demandé de la faire suivre dès la moyenne section au CMPP. Mais loin de s'améliorer, les difficultés se sont aggravées et en CP, elle avait un trouble d'attention et d'hyperactivité, donc elle ne tenait pas en place, elle bougeait tout le temps et en CP, elle était mise à l'écart. Mais la maîtresse, comme elle ne savait pas bien écrire, qu'elle ne faisait pas bien ses pages d'écriture, la faisait terminer pendant les récrés d'écrire les pages qu'elle n'avait pas le temps d'écrire. Donc ça s'est aggravé, ça a été pire en CE1, CE2, où on lui reprochait son manque de soins, l'écriture raturée, les cahiers sales, enfin bon, donc... on a engagé le long parcours des bilans et de la rééducation. Comme elle n'était pas toute seule, parce que j'ai eu 6 enfants et ses frères ont suivi, ils n'étaient pas avec autant de troubles, mais ils ont aussi mis leur pierre à l'édifice. Et pendant près de 2 ans, gros, entre le CE1 et le CM1 de ma fille, on était à 6 séances de rééducation par semaine. Donc c'était soit le soir, soit le mercredi, soit le week-end. Et ça ça impactait fortement la famille, soit au niveau financier, mais surtout au niveau des loisirs, des copains et des activités extrascolaires. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué de tout gérer. Et à la naissance de mon 5e enfant, quand ma fille était en CM1, j'arrivais plus à suivre le rythme, et d'autant plus que j'étais découragée parce que je voyais pas ou peu de progrès. Même la psychomotricienne me disait que elle travaillait pas avec elle, elle stagnait. Mais en fait, elle avait toute une journée de cours, on lui demandait de se tenir assise, de faire des efforts. Et le soir, il fallait encore qu'elle se concentre pour faire les exercices. Et en fait, elle n'y arrivait pas, donc ça n'avançait pas. Et quand elle faisait des efforts, ils étaient même pas récompensés. Parce que quand elle faisait des efforts et qu'elle écrivait bien, la maîtresse, au lieu de l'encourager, lui disait tu vois, tu es capable, donc pourquoi tu fais pas ça à chaque fois? Donc en fait, j'ai arrêté, sans doute à tort, mais j'ai même renoncé à envoyer le dossier MDPH en CM1 pour justement qu'elle ait un ordinateur et qu'elle ait le temps de s'entraîner et de s'habituer pour être autonome pour l'entrée au collège. Donc je voulais aussi qu'elle automatise le geste quand même, qu'elle ne renonce pas complètement à écrire, et j'avais pas en plus envie de la distinguer encore plus par rapport aux autres en ayant un ordinateur, parce qu'elle elle était harcelée, elle était mise à l'écart, donc je voulais pas lui rajouter ça en plus. Donc on a décidé de cibler les rééducations. Donc j'ai commencé, j'entendais tout à l'heure, par faire des bilans orthoptiques parce qu'ils ont eu tous un défaut de coordination visuelle, ce qui arrive souvent chez ces enfants. Et donc ce qui accentue les difficultés de l'écriture, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas bien les lignes, ils sont plus lents à écrire, ils ont des difficultés à recopier, il y a un manque de précision. La géométrie pour tous a toujours été catastrophique. Et 3 d'entre eux ont eu une rééducation en graphothérapie. Donc ça ne les a pas forcément aidés à bien écrire, mais l'écriture était plus lisible et aérée, et surtout, elle était moins douloureuse. C'est-à-dire que le geste graphique, ça leur faisait moins mal. Mais ils écrivaient pas vite et ça avait ses limites. J'aurais peut-être dû refaire des piqûres de rappel, mais j'avoue que j'ai pas toujours eu le courage. Et ils avaient aussi un suivi psychologique avec un bilan et un suivi psychologique si besoin. Ils ont tous eu certains ont eu plus besoin, d'autres ça a été juste 2-3 séances pour reprendre confiance et régler un problème. On a aussi ciblé et privilégié surtout et ciblé les activités. Comme le piano, j'avais déjà entendu parler des bienfaits de la musique. Et en plus, le piano me semblait adéquat parce que ça fait une gymnastique des doigts. D'ailleurs, la prof de piano leur faisait faire des petits exercices avec les doigts avant de commencer le cours de piano. Et donc, mais bon, ils ont plus ou moins accroché. Donc, ça a duré ce que ça a duré. Il y en a qui ont fait 4-5 ans, il y en a qui ont fait qu'1 an, mais bon. Et aussi, les ai mis au judo et à l'escrime pour certains. Et après, ils ont choisi eux-mêmes leur sport parce que ça permettait la maîtrise de soi, la concentration, le respect des règles aussi au niveau du judo.
Et puis en parallèle à la maison, j'ai essayé de favoriser toutes les activités de bricolage, d'activités manuelles. Alors ils étaient plus ou moins accrocheurs. Donc à un moment, ça accrochait bien sur les ombres chinoises parce que c'était rigolo. Et les mots écrits dans le dos aussi. C'est-à-dire qu'on se faisait deviner des choses en écrivant, mais en s'appliquant bien à faire les bons gestes. Et le bricolage. Mais pareil, voilà, certains accrochaient bien sur le bricolage, d'autres moins. Ça dépend des tempéraments des enfants. Et entre autres, dans les activités, j'ai mon fils de mon 5e enfant qui est un passionné, qui s'est pris de passion pour le Rubik's Cube et après pour le speed cubing, c'est-à-dire le faire le plus rapidement possible. Je ne sais pas si on peut voir la vidéo. J'ai fait des bêtises. Donc ça demande une certaine dextérité, mais on m'a dit que ça n'avait pas forcément de lien avec le geste graphique, mais que ça pouvait l'aider pour taper plus vite. Et oui, il passe des heures, il se chronomètre. Il faut le remettre. Il le fait en 20 secondes maintenant, je crois, et il en est au 7 sur 7, enfin, il est vraiment passionné. Et en fait, il a vu les techniques, c'est-à-dire qu'il doit placer son poignet pour aller plus vite d'une certaine manière, placer ses doigts. Et au fait, du coup, pour l'écriture, pour moi, je trouve que ça l'a aidé déjà de voir que la position du poignet et des doigts pouvait favoriser la rapidité et l'aisance et faire moins mal. Puis en plus, ça a amélioré sa concentration et sa mémoire parce qu'il a appris toutes les techniques possibles et imaginables sur le Rubik's Cube. Et lui-même, en plus, me dit que ça l'aide à gérer son stress parce que quand il est énervé, il fait ses Rubik's Cube et ça le calme. Et il me dit même que ça lui détend le poignet quand il a trop écrit, que ça lui fait mal. Mais bon, ça reste à voir. Autrement, je les ai à peu près encadrés pour l'écriture. Ils ont eu la graphothérapie tout au long de la primaire. Et après, même si ça va mieux au niveau du collège, quand le rythme d'écriture s'accélère, pratiquement pour tous, il n'y en a qu'un qui n'a pas eu de problème, mais ils n'arrivaient pas à tout noter, en fait. Donc, on avait des cours, ça commençait des cours où il manquait des phrases, il manquait des mots, ou des fois, ils ne prenaient même plus. Donc, fallait récupérer les cours pour les faire travailler à la maison. Et alors, j'ai eu la chance, en 6e, pour la première année de 6e pour la 6e de ma fille, il y a un professeur d'histoire géo qui était extrêmement compréhensive et qui, quand elle dictait aux autres, notait elle directement le cours pour la fille. Elle lui demandait d'écouter bien le cours et elle lui prenait en cours. Mais j'ai eu ça qu'une seule fois, ça s'est jamais reproduit. Donc autant en primaire on pouvait avoir des copies des cours, autant on n'a pas du tout eu ça après au niveau du collège et du lycée. Donc ce que j'ai fait après, c'est que je suis allée voir les professeurs et j'ai négocié qu'ils aient un petit scanner, c'est-à-dire qu'elle prenait ce qu'elle pouvait, ma fille, en cours, et les autres aussi, mais surtout elle. Et après, elle devait scanner auprès d'un élève qui écrivait bien à la fin du cours. Et quand ils étaient plus grands, elle avait autorisation de prendre son portable et prendre une photo. Globalement, les profs étaient coopérants. Mais quand ils ne voulaient pas, fallait trouver d'autres solutions. Donc, il fallait développer les réseaux sociaux. Donc, soit ils avaient des copains qui leur envoyaient les cours ou qui acceptaient qu'à la sortie du collège, elles prennent une photo. Ou quand ils avaient des difficultés relationnelles, ça a été essentiellement pendant 1 an avec ma fille et un de mes fils. Il a fallu que moi, j'aille au-devant de parents, que je prenne contact, soit par les associations, soit par les activités extrascolaires, pour avoir des contacts avec d'autres parents de la classe de mes enfants et pour qu'ils m'envoient les cours qui pouvaient manquer. Et il y a une année particulièrement où je m'entendais bien avec une maman, il y a eu 3 ans d'ailleurs, où on s'est suivis, où nos fils respectifs prenaient la moitié des cours et à nous deux, on se revoyait régulièrement et on arrivait à faire un cours en entier à nous deux. Voilà. Et autrement, une fois qu'on avait recopié les cours, fallait les recopier parce qu'on avait des bouts de cours, des copies par-ci par-là, un bout sur le mail. Donc les premières années, j'ai beaucoup en primaire et surtout début collège, j'ai énormément recopié pour eux, soit à la main, comme voilà, soit je prenais sur l'ordinateur. Je leur demandais d'écrire ce qu'ils pouvaient, de l'écrire bien. Et après, je terminais d'écrire. Parce que je préférais qu'ils se concentrent sur l'apprentissage et quand ils écrivaient sur le geste graphique, plutôt que de s'épuiser et d'avoir un dégoût de l'apprentissage et de ne pas arriver après à se reconcentrer pour apprendre les cours. Et en plus, d'autant plus que comme ils étaient fatigués après des journées de cours, ils raturaient, ils oubliaient même des mots en recopiant, ils faisaient des fautes d'orthographe même en recopiant. Et quelque part, les cours n'étaient pas lisibles et c'était plus compliqué à apprendre. Donc je préférais faire ça et qu'ils apprennent leurs cours sur des cours propres. Mais heureusement,
ils grandissent et au fin collège et début lycée, tous ont fini par prendre eux-mêmes recopier leurs cours. C'est-à-dire qu'ils prenaient ce qu'ils pouvaient en classe, ils récupéraient ce qui pouvait leur manquer et ils faisaient eux-mêmes des fiches. Alors là, on voit un cours de ma fille de 21 ans, c'est un cours de cette année parce que maintenant, elle arrive à aérer à peu près et à se relire, ce qui n'était pas le cas avant. Et quand elle n'a pas réussi à tout noter, elle demande aux copines et elle se refait des fiches. Donc, c'est ce qu'on voit, elle refait des fiches qui sont nickel. Donc, elle a bien travaillé le geste graphique, ça lui prend du temps, mais ses fiches sont nickel. Elle a même les copines qui lui repiquent maintenant, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, ça lui permet d'apprendre les cours en les recopiant. Et puis, sans stress, elle apprend tranquillement ses cours en les recopiant. Voilà. Et le fait de prendre le temps, justement, et de ne pas être stressé sur l'écriture, de ne pas avoir à écrire vite, j'ai vu les bienfaits du confinement pour mes enfants, essentiellement en primaire. C'est-à-dire que mon fils, en CM1, juste avant, là on voit l'écriture, c'était en CM1, juste avant le confinement. Il écrivait n'importe comment, c'était toujours corrigé, il fallait que je recopie parce qu'il n'arrivait pas à apprendre sur des cours écrits comme ça. Mais là, il avait le temps d'écrire proprement à son rythme. Quand il en avait marre, je prenais le relais. Et puis surtout, j'étais derrière lui pour lui dire « tu te tiens droit ». Tu te positionnes bien, tu écris s'il faut 5 minutes, mais tu le fais bien, tu fais une pause et tu y reviens après. Et donc, on n'était plus dans le stress. Je pouvais vraiment le recadrer quand il fallait et sans stress. Et finalement, il travaillait 3-4 heures par jour maximum et les cahiers étaient tenus et les leçons étaient apprises beaucoup plus facilement. Et je vois encore les bénéfices aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, les cours qu'il est capable de prendre en CM2, il n'est pas pris complètement en classe. Il y a une partie où il a eu la feuille de la maîtresse et il a pu terminer de recopier en classe. Mais maintenant, il a compris l'intérêt d'avoir des cours propres. Donc, je sais très bien que l'année prochaine, quand le rythme va s'accélérer, que ça va être de nouveau compliqué au niveau des cours. Mais je serai de nouveau amenée à lui recopier les cours, à récupérer les cours. Et puis, j'ai eu surtout je suis pas inquiète, j'ai eu un lâcher-prise sur le niveau d'exigence. C'est-à-dire que je ne leur demande pas d'écrire parfaitement, je ne leur demande pas de prendre tous les cours, je leur demande d'écouter, de faire de leur mieux. Et puis, c'est pas grave s'ils écrivent mal. Le tout, c'est qu'ils sachent écrire et qu'ils soient capables de faire des fiches. D'ailleurs, ma fille m'a dit que finalement, elle ne regrettait pas de ne pas avoir eu l'ordinateur parce qu'aujourd'hui, elle est en école d'infirmière et elle arrive bien à prendre ses cours, elle arrive à faire des belles fiches en prenant le temps. Et elle ne sait pas si elle aurait pu le faire finalement si elle avait eu un ordinateur. Ça, on ne saura jamais. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Ouais, ça y est, il fonctionne. Alors, moi, je vais juste intervenir pour peut-être boucler un peu les choses ou ouvrir des perspectives aux parents, aux familles. Là, ce cheminement-là d'accompagnement de vos enfants n'a été possible que parce qu'il y a eu une énorme disponibilité, une guidance. Il faut aussi savoir que le parent qui emmène son enfant en soins peut aussi lui-même avoir besoin d'être guidé par les différents professionnels ou même avoir une guidance personnelle. C'est-à-dire que le neuropsychologue ou le psychologue clinicien qui a fait le bilan peut revoir lors de rendez-vous plus ou moins réguliers ou à la demande le parent, l'enfant, pour réorienter, réajuster les soins, parfois aussi oser les stopper. Trouver des astuces. Et alors en plus, ce qui est formidable avec Madame Rioux, c'est que j'ai appris énormément de choses sur les petites techniques, les trucs et astuces possibles. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout du bout, ce sont les enfants eux-mêmes et les parents qui nous apprennent les réalités du terrain et ce qui fonctionne très bien. Et du coup, moi, j'ai un stock comme ça d'idées que je peux suggérer, proposer. Et puis, souvent, les familles s'en saisissent d'un dixième et le reste, ils inventent, ils créent, ils tâtonnent, ils essaient. Mais toujours avec une guidance qui est celle, effectivement, de la structure scolaire. Hein, il y a quand même un retour par les enseignants. La structure de soins, c'est-à-dire voilà, les différents thérapeutes qui interviennent. Et puis, ce regard personnel, ce regard introspectif, cette capacité réflexive qui va permettre à tout moment de s'interroger, est-ce que mon enfant est en souffrance? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est heureux d'aller à l'école? Enfin, quand même, je me permets de dire que les enfants de Madame Rioux sont heureux
Voilà, ils ont traversé des épreuves, ils n'ont pas décroché l'école. Limite pour un. Voilà, mais alors on est sur le fil du rasoir. C'est aussi pour encourager d'autres parents qui n'en sont pas là où vous en êtes, hein, et qui peuvent s'imaginer être dans le tunnel. Or, voilà, c'est un cheminement qui n'est pas évident. Il ne faut pas hésiter à se faire aider, à prendre des avis également différents. Et puis, oui, sacrifier une part de sa vie professionnelle, personnelle, surtout effectivement si on a une fratrie qui est conséquente, avec des enfants qui ont des troubles à la fois proches, mais également pas tout à fait les mêmes, avec des personnalités différentes, des écoles aussi différentes, des enseignants différents. Voilà, ça demande énormément de souplesse et d'ajustement. Et l'idée, c'est effectivement que ces enfants n'aient pas, en tout cas, décroché. Ce sont des enfants qui sont brillants et bien heureux, malgré toutes leurs difficultés.